Donc maintenant, on va voir, on va aller un peu plus loin de ce qu'on a vu précédemment sur les méthodes paramétriques linéaires en développant la régression logistique. Donc, avec la régression logistique, dans le fond, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut estimer la probabilité a posteriori PCI sachant X par descente du gradient. Et donc là, on sait, on a vu tout à l'heure, on vient de voir que la probabilité a posteriori est égale à 1 sur 1 plus exponentielle moins W transpose de X plus W0. Donc ça, c'est la fonction sigmoïde. Puis cette fonction sigmoïde-là correspond à notre modèle pour une probabilité a posteriori dans un cadre de loi normale multivariée avec partage de matrice de covariance. Et donc là, ce qu'on veut faire, dans le fond, c'est d'apprendre les W et W0 à partir de notre jeu de données. On a un certain jeu de données ici avec les X, T, R, T. Et là, on va poser que les RT sont soit 0, soit 1, ce qui est différent de ce qu'on a vu jusqu'à présent où on disait que les RT sont soit moins 1 ou 1. C'est nécessaire ici parce qu'on va développer un modèle probabiliste de R. Dans le fond, on va dire que RT suit une distribution de Bernoulli. Donc, on dit que pour un certain XT, le RT va être 0 ou 1, 0 selon une certaine classe, 1 selon l'autre classe. Et la probabilité qu'il soit 0,1 est donnée par le YT associé, qui, lui, est la probabilité a posteriori. Donc, on va dire que pour un certain X donné, notre RT ici suit une loi de Bernoulli paramétrée par le YT. Et donc, à partir de ça, on peut estimer, on peut avoir la vraisemblance de l'échantillonnage. On va dire, c'est quoi la vraisemblance d'avoir l'ensemble d'échantillons, l'ensemble de données X ici, selon le W vecteur et W0. Donc, on va avoir la vraisemblance comme étant le produit de YT puissance RT, 1 moins YT puissance 1 moins RT. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est de dire que, par exemple, pour RT est égal à 1, ce qu'on sait, c'est que X puissance 0, peu importe quelque chose puissance 0, ça vaut 1. Et donc, étant donné qu'on a un produit, ça veut dire que cette partie-là va être carrément ignorée. Ça va être seulement ici qui va être à puissance 1. Et dans le fond, on va regarder le Y directement, qui est notre probabilité a posteriori. On va avoir la probabilité, le P correspondant à notre XT. Et inversement, pour RT qui est égal à 0, mais ça, c'est à ignorer parce que ça va être égal à 1. Quelque chose puissance 0 égale 1. Et 1 moins 0, mais ça va être 1, fait qu'on va avoir directement le 1 moins YT qui va nous intéresser. Donc ça nous donne la vraisemblance d'échantillonner un certain jeu de données selon W et W0. Puis là, on va appliquer ce qu'on a vu précédemment, on va appliquer le log. Par-dessus ça, on va faire la log vraisemblance. Fait que là, on va dire c'est quoi la log vraisemblance de notre échantillonnage. Puis dans le fond, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser l'erreur qu'on appelle l'entropie, qui va être égale à moins la log vraisemblance. Pourquoi moins log vraisemblance? Parce que la log vraisemblance, on veut la maximiser et l'erreur d'entropie, on veut la minimiser. C'est juste pour changer de minimisation à maximisation. Ça ne change rien que de mettre le signe moins devant ça. Mais sinon, le reste, c'est la log vraisemblance. Puis si on développe la log vraisemblance dans le contexte qui nous intéresse, ce que ça fait, c'est que ça va transformer le produit ici en une sommation. On va faire la sommation finalement de RT log YT. Donc ça correspond à ça ici. On se rappelle de log de A puissance B est égal à B log A directement. Donc, c'est ça ici. Et sinon, ici, normalement, on a l'équivalent de 1 moins RT, qui est la puissance ici, fois log de 1 moins YT. Directement. Donc, ça, c'est l'erreur de log vraisemblance qu'on appelle l'erreur de l'entropie. C'est l'entropie croisée. Donc, l'entropie croisée, c'est le critère qu'on va utiliser, mais on va l'utiliser avec une descente du gradient. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va développer un peu les dérivées partielles. Donc, pour commencer, on va prendre la dérivée de la fonction sigmoïde. On dit y est égal à la fonction sigmoïde de 1 sur 1 plus exponentielle de moins a.
Fait que ça va être la dérivée partielle de la sigmoïde, ce n'est pas simple. Ce n'est pas si simple que ça, mais en la faisant, on a beaucoup de simplifications. D'abord, ce qu'on a comme simplification, c'est de dire que ce n'est pas une simplification, ce qu'on a comme premier résultat, c'est qu'on fait la dérivée directement, ça va donner exponentielle de moins a sur 1 plus exponentielle de moins a, tout ça au carré. Mais ce n'est pas une forme qui est particulièrement intéressante. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va la factoriser. On va extraire 1 sur 1 plus exponentielle de moins a ici, donc dans le fond, qui est un des éléments qui était au dénominateur. Puis on va avoir le reste ici qui va être exponentielle de moins a. Mais là, on va faire plus 1 moins 1. Donc, on va ajouter 1, retirer 1. Pourquoi on veut faire ça? Parce qu'on veut simplifier plus amplement les équations. Puis dans le fond, on a retiré ça ici. On a fait un plus 1 moins 1 ici. Puis l'idée, c'est qu'en faisant un plus 1 moins 1, dans le fond, on va avoir un élément qui va être le ratio de la même chose. Donc, le ratio de 1 plus exponentielle de moins a sur 1 plus exponentielle de moins a. Donc, en brassant un peu, on a tout simplement que ça reste tel quel. On envoie ça là. Mais ça, c'est intéressant parce que ça, c'est directement la fonction sigmoïde. Fait qu'on retombe sur notre y. Puis dans le fond, ça correspond à y. Puis on a 1 moins, la même chose ici. Donc, ça aussi, c'est équivalent au y. Puis là, on a réussi à faire une simplification vraiment intéressante. C'est que la dérivée de y, la fonction sigmoïde, c'est égal à y fois 1 moins y, qui est une forme qui est super intéressante parce que là, on peut simplifier grandement les choses. Donc, la dérivée de y est égale à y fois 1 moins y va nous amener à avoir des équations plus faciles à gérer. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on veut minimiser l'erreur d'entropie croisée par descente du gradient. Puis donc là, ça va être, comme on a vu tout à l'heure, moins eta, qui est le taux d'apprentissage, dérivée partielle de l'erreur d'entropie croisée selon WJ. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va appliquer la règle de chaînage, qu'on va tout simplement donner ça comme étant égal la dérivée de l'erreur selon y fois la dérivée de y selon WJ. Et donc, en développant ça, donc je vous laisse faire l'exercice à la maison si ça vous intéresse. Donc, c'est vraiment juste des développements mathématiques. On va arriver à quelque chose qui ressemble à ça. On va arriver à avoir eta fois sommation pour tous les t de rt sur yt moins 1 moins rt divisé par 1 moins yt. Tout ça fois yt, 1 moins yt fois xtj pour le poids wj. Puis en rebrassant plus amplement les choses, on arrive à quelque chose d'encore plus simple, qui est tout simplement eta fois sommation des rt moins yt fois xjt. Donc ça, c'est une forme qui est très facile à gérer en termes d'implémentation, qui est quand même une simplification intéressante de ce qu'on avait juste à côté. Et similairement, pour W0, c'est le même résultat. La différence qu'on n'a pas de x ici, c'est vraiment eta de sommation pour tous les t de rt moins yt. Donc, je vois un petit peu vite dans les développements. Il n'y a rien de bien compliqué, c'est du calcul. Vous avez seulement à faire les développements à la maison si ça vous intéresse. Mais c'est de cette façon-là qu'on dérive finalement les équations de mise à jour pour faire un apprentissage d'un modèle linéaire par descente du gradient. Mais le modèle est vraiment basé sur une interprétation probabiliste. Et donc, la régression logistique, l'algorithme correspondrait à ce qu'on voit ici. On va donc initialiser, mais donc on ne peut pas initialiser à 0, 0 ici, ça ne va pas bien fonctionner. On va avoir des problèmes. Donc, il faut initialiser à des valeurs aléatoires qu'on dit uniformément distribuées, mais autour de très petites valeurs, donc autour de moins 0,01, 0,01 aussi. Donc, c'est vraiment un petit intervalle de valeurs aléatoires où on va générer nos valeurs de poids initiaux. Puis ensuite de ça, on va faire les calculs suivants. On va calculer le yt, qui est tout simplement la fonction sigmoïde appliquée sur le h de xt ici, qui est ça ici. Et par-dessus ça, on va faire la mise à jour des poids comme étant ce qu'on vient de voir avec la descente du gradient. Donc, c'est les deux équations qu'on a branchées ici. Puis le genre de résultat qu'on va avoir, ça va ressembler à ça. Donc, ça, c'est un exemple de régression logistique où en X, on a le nombre d'heures d'études d'étudiants versus la probabilité de passer l'examen. On dit, l'examen va être passé 0,1. On le passe ou on ne le passe pas. Mais ce qu'on sait, c'est qu'on a des données historiques avec des étudiants. On dit, voici le nombre d'heures qu'ils ont étudié et
le fait qu'ils l'ont passé ou pas, qui est un signal 0,1. Fait qu'on voit ici tous les étudiants qui n'ont pas passé le cours, l'examen, je veux dire, n'ont pas assez étudié, ont étudié entre quelques minutes et 3 heures et demie. Et ceux qui ont passé le cours, ils ont étudié un peu plus longtemps. On s'entend qu'il y en a qui n'ont pas étudié tant que ça, là. Il y en a qui ont étudié à peine 1h45 environ. Il y a passé, tout comme on en a ici qui ont étudié plus que 5 heures et qui ont passé également. Mais on voit donc ça, c'est les données en soi, mais le modèle de régression logistique qu'on obtient, si on applique ça aux données, c'est ceci. Donc, on voit qu'on a la fonction, puis cette fonction-là, c'est directement le P de C1 sachant X, où on dit que C1, c'est de passer l'examen. Donc, la probabilité de passer l'examen, sachant la valeur de X, c'est donné par la fonction sigmoïde qu'on a appris ici. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on n'a pas juste un signal binaire, mais on a également un signal probabiliste. La régression logistique fait un beau pont entre les modèles génératifs et les modèles discriminatifs, parce que c'est entraîné comme un modèle discriminatif par descente du gradient, mais il y a une interprétation probabiliste qui reste avec ce modèle-là. Ceci dit, la régression logistique, c'est difficile à faire converger. Ce n'est pas le modèle le plus facile à entraîner. Donc, c'est intéressant, mais c'est quand même assez fragile, assez sensible. Donc, des fois, sur certains jeux de données, ça ne va pas bien fonctionner. Il faut faire des ajustements, des normalisations, des différents trucs pour essayer de le faire converger. Puis, des fois, ça ne va pas nécessairement être aussi bon que d'autres modèles linéaires comme les SVM qu'on va voir la semaine prochaine. Donc, on a vu jusqu'à présent différentes méthodes d'apprentissage pour entraîner des modèles linéaires. Puis la grande différence entre ces modèles-là, c'est le critère d'erreur. Dans le fond, on a développé des méthodes qui utilisent tous à la base la descente du gradient, mais la grande différence réside dans le critère d'erreur utilisé. Avec le perceptron, on se rappelle qu'on prenait la sommation des produits de RT, HXT pour les X qui sont mal classés. Dans le fond, on regarde seulement les données mal classées, les données pour lesquelles le signe de R et de H sont différents. Puis on va faire finalement la sommation des moins pour les données mal classées, RT fois H de XT. Puis ça, on a vu que c'était loin d'être idéal. Il y a peut-être certains problèmes avec ce genre d'approche-là. Ensuite, on a l'erreur quadratique. Donc là, ce qu'on a comme critère d'erreur, c'est la différence au carré entre le RT et le H de XT. Donc, mise au carré. Donc, ça, c'est assez direct. C'est un critère très fréquent en régression. Mais ce n'est pas le meilleur pour le classement pour les raisons que j'ai expliquées précédemment. Sinon, on a le critère d'entropie croisée qu'on a pris pour la régression logistique, où là, on suppose qu'on a une fonction sigmoïde qu'on applique sur le H. On ne travaille pas avec le H, mais on travaille avec le Y qui est calculé sur le H, une fonction sigmoïde sur le H, qui nous donne une interprétation probabiliste de la décision. Et là, le critère d'erreur à utiliser, c'est l'entropie croisée qui découle du maximum de log vraisemblance. Donc, l'erreur d'entropie croisée ici, c'est directement moins sommation des RT log des YT plus 1 moins RT log de 1 moins YT. Donc, en appliquant ça directement, on peut faire une descente du gradient et on obtient un modèle intéressant. Mais ce n'est pas les seuls critères de performance. Il y en a d'autres qui existent, entre autres, il y a une approche qu'on appelle l'analyse discriminante linéaire, qui est une autre approche qui se base sur un modèle probabiliste, mais qui diffère de la régression logistique, où là, on n'a pas de descente du gradient directement, mais on a quand même une optimisation selon un certain critère qu'on appelle J, qui vise donc au numérateur, on voit ça, à séparer. Donc, on veut maximiser, donc il ne faut pas oublier qu'on maximise ici, ce n'est pas une minimisation, fait qu'on veut maximiser la distance entre les vecteurs moyens. Fait qu'on veut que les moyennes de classe soient maximisées, soient bien séparées, tout en réduisant la variance de chaque classe ici. Donc, on va diviser par la sommation des variances au carré. Donc, en travaillant sur notre modèle. Donc, c'est un critère d'erreur, c'est assez spécial parce que dans le fond, il va travailler sur la modélisation. Donc, le W ici ne sera pas l'hyperplan séparateur. Ce qu'il faut comprendre avec l'analyse discriminante linéaire, c'est que le W n'est pas le séparateur, mais plutôt la modélisation
de type loi normale qu'on fait en dessous des données. Donc, on va viser à modéliser nos lois normales pour maximiser ce critère-là, puis ensuite, on pourra prendre une décision en conséquence. On a aussi la fonction d'erreur inch qui, elle, s'insère vraiment dans le modèle de descente du gradient avec un certain critère d'erreur. Donc là, il n'y a rien de probabiliste ici. Ce qu'on fait, c'est qu'on va vraiment assigner les données à une certaine erreur. Puis l'erreur, bien, similairement à l'erreur du perceptron, on va travailler avec les données qui sont mal classées. Mais pas seulement celles qui sont mal classées, dans le fond. On s'intéresse à celles pour lesquelles RT fois H de XT est plus petit ou égal à 1. Fait que c'est celles qui sont mal classées, quand c'est négatif, ou celles qui sont un peu bien classées, mais pas totalement, pour lesquelles le RT fois H de XT est inférieur ou égal à 1. Puis ça, on dit souvent que c'est des données qui sont dans la marge. Donc, c'est des données qui sont assez proches de l'hyperplan séparateur, peut-être trop proches, puis on aimerait les éloigner un peu. Donc, on va avoir cette erreur-là qui vise à éloigner les données de l'hyperplan séparateur à une certaine distance de sécurité. Donc, sinon, ça ressemble finalement à une erreur qui est, comme je vais vous l'illustrer très prochainement, là, qui va augmenter selon le niveau à lequel la donnée est mal classée. Donc, on qualifie ici le Y de données qui sont dans la marge, pas seulement les mal classées, mais ça inclut aussi les bien classées, mais juste un petit peu bien classées. Donc, ça, la fonction d'erreur inj, c'est grosso modo ce qu'on fait avec les SVM, qu'on va voir la semaine prochaine. Le SVM de base ne se fait pas avec une descente du gradient, mais on pourrait revenir un peu à la même chose avec la fonction d'erreur inch par une descente du gradient, ça se fait. Sinon, on aurait aussi une autre fonction de perte possible, comme la fonction de perte log. Donc, la fonction de perte log ressemble à ça. Pour toutes les données, on prend le log de 1 plus exponentielle de moins RTH de XT directement. Ça aussi, c'est une fonction intéressante parce qu'elle a une erreur qui décroît, même si la donnée est bien classée, on a une petite erreur qui décroît selon qu'on s'éloigne de l'hyperplan séparateur. Dans le fond, le mieux pour les comprendre, c'est de les visualiser ici, c'est de voir finalement, lorsque c'est négatif, c'est qu'on fait une erreur, on a une erreur de classement. Si on peut dire, supposons que notre R est plus 1, le RT, la cible est plus 1, donc ça ici. Ce qu'on voit en Y, c'est le H de XT. Donc ça, c'est le RT. Puis ça, ben, c'est l'erreur sur de XT, sachant notre modèle H. Et donc là, ce qu'on fait ici, c'est de dire que, par exemple, la fonction de perte 0,1, celle de base avec l'erreur de classement, on voit que c'est une dit, bien, si on classe mal la donnée, l'erreur est de 1. Puis là, à 0 ici, on classe bien la donnée, puis tout ce qui est positif ici, parce que la cible est positive, est bien classé. Donc ça, c'est quand même facile à voir, mais c'est inutilisable avec une descente du gradient parce qu'on ne peut pas faire la dérivée partielle de cette fonction-là. La dérivée partielle n'est pas définie autour de 0. Puis en dehors de 0, elle est constante. Ce n'est pas particulièrement utile. Le signal n'est pas très bon. Si on regarde l'erreur quadratique, ce qu'on appelle le square ici, donc l'erreur quadratique, c'est tout simplement le fait que la cible est d'avoir une erreur. Ici, c'est plus d'avoir une cible de 0. Là. Si on fait une cible de 0, ça ressemble à ça. Si on avait fait une cible à plus 1, on aurait tout simplement déplacé la cuvette autour de plus 1. Les deux sont valides, mais si on fait vraiment l'erreur quadratique là, sur le H, donc ça ressemble à ça. Ensuite, on a l'erreur inj, ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire c'est une erreur qui dit que lorsque la valeur est soit mal classée, donc toute la région ici, là, à gauche, c'est mal classé. Fait que ça ici, c'est du cas mal classé directement. L'erreur augmente plus qu'on s'en va vers une valeur qui s'éloigne de 1. Et même si c'est bien classé, lorsque la valeur est positive, il y a une erreur qui décroît puis qui arrive à 0 à 1. Puis ensuite, l'erreur est nulle. Ça force à avoir une espèce de marge ici. Donc ça, c'est vraiment la marge qui nous intéresse entre 0 et R. Supposons que R est égal à 1 ici. Donc ça, c'est la marge que l'on veut éviter. Donc, on veut éviter d'avoir des données qui sont dans cette marge-là avec notre fonction inj. Et finalement, on a la fonction log qu'on a vue tout à l'heure. On voit que la fonction log, l'erreur décroît, mais elle n'est pas tout à fait égale à 0 à 1. Elle continue de décroître, mais on voit que plus qu'on est loin de
De 1, plus qu'on est avec un H positif important, plus que l'erreur est faite. Donc, on ne veut pas nécessairement avoir un H très grand, mais ça va quand même pousser le H à être de plus en plus grand, autant que possible. Donc, voilà pour les différents critères d'erreur qui sont possibles. Il y en a d'autres qui existent également qui peuvent s'ajouter à tout ça.